Alors voilà comment était le Parage. C'était un quartier tout en ruine. Ça c'est la place Clinchat, c'est la place où il y a la fontaine en haut si tu connais. Oui. Tu vois, tous les bâtiments étaient en ruine. C'est la place Paul Simon là, tu vois. Oui. Ben, j'y habite juste à la place Paul Simon. Eh bien voilà, c'est où tu habites, voilà dans quel état c'était. Et voilà les rues du Parage, tout était à l'abandon. Et là on voit toutes les familles nombreuses, c'était des familles soit d'Italiens, soit de Portugais, soit d'Espagnols. On voit bien que c'était tout cassé, hein, tu vois. Là on arrive sur la... Et il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Ce qu'on appelle le Parage, c'est-à-dire le vieux village, je l'ai connu pratiquement démoli. C'était un triste état quand je suis arrivé du Luc, tout était par terre. Il y avait juste une ou deux familles, mais en début du vieux village, vous voyez. Et tout le haut, c'était pratiquement abandonné. Les Arquois, progressivement, se sont rapprochés de leur lieu de travail. Leur lieu de travail, c'était la plaine. De nouveaux quartiers sont apparus et le quartier médiéval a été abandonné jusque dans les années 70. C'est l'effondrement d'un rempart du XIe siècle qui a provoqué le renouveau du quartier médiéval. Le maire de l'époque qui a souhaité reconstruire le quartier a participé à une émission de radio. Il a lancé un appel national à qui voudrait bien venir habiter ici, dans la cité médiévale du Parage. Les parcelles étaient soit offertes, soit vendues pour le franc symbolique, à la condition que la maison soit reconstruite dans les 2 ans. Et donc des familles entières se sont installées ici et ont reconstruit la cité médiévale du Parage. Parmi les seigneurs qui sont venus nous donner leur témoignage, il y en a qui nous ont dit, qui nous ont raconté, selon leur corps de métier, comment se transformait la ville. Que vous allez essayer de voir un peu avec votre professeur et peut-être aussi avec la dame des archives pour comprendre toutes les mutations. Vous habitez dans un lieu assez petit et riche d'histoire finalement. Comment était la ville lorsque vous étiez jeune? Ici, ben, c'était des vignes et des oliviers, mais surtout des vignes. Où nous sommes actuellement, sur le terrain sur lequel nous sommes, c'était une campagne, une ferme, avec des vignes. Il y avait une source énorme au milieu du champ. Ah non, comme on disait dehors, c'était un grand pré. Il y avait des amandiers, des bêtes, des vaches. Quelquefois, elle montait sur la toiture de la salle du grenier. Elle passait les jambes à travers les tuiles, on ne voyait plus que les pieds. Ça, je me rappelle, je l'ai vu. Il fallait prendre une grue pour pouvoir sortir. Les vignes ont surtout occupé les plaines, mais les anciens ont développé des techniques très astucieuses avec les techniques donc, des cultures en terrasse qui permettaient d'occuper toutes sortes de terrains et donc de planter vignes, oliviers et même céréales sur ces terrasses créées par l'homme avec donc des murs qui retenaient la terre et qui permettaient de créer artificiellement des espaces beaucoup plus planes et beaucoup plus faciles à cultiver finalement. Lorsque vous êtes sur la place du Général de Gaulle, place de la mairie actuelle, vous avez le théâtre de verdure qui est en bas, et vous avez un grand plateau qui vient d'être urbanisé. Là, il y en a qui sont encore en construction. C'était des vignes. C'était un domaine viticole. La vigne venait jusqu'aux portes de la mairie. Vous voyez, derrière le cimetière, maintenant c'est construit, mais ça allait jusqu'en bas du ruisseau. Là, il y avait les vaches, il y avait les moutons, ça c'est des beaux souvenirs. Moi, quand je suis né, les Arcs, il y avait 2850 habitants.
C'était une bourgade paysanne. Celui qui n'avait pas, c'est symbolique, c'est à souligner, celui qui n'avait pas de terre était invisible. Mon grand-père était agriculteur. Maman allait à la campagne, c'était comme ça. La famille travaillait pour la campagne. Il y avait du travail à la campagne, hein. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de viticulteurs dans le village. On avait la vigne, un peu des oliviers, mais on travaillait à la campagne avec les parents. Voilà. En ce temps-là, avec 5 hectares de vignes, vous viviez. Vous viviez bien même. Maintenant, il vous en faut 25. Il devait avoir, mon père, 5 hectares à peu près, en tout. Voilà, et ça suffisait pour nourrir une famille. Le territoire des Arcs, il faut l'imaginer avec les 3 cultures provençales. C'est vrai que c'est assez caractéristique, mais c'est donc le vin, l'olive bien sûr, et le blé. Mais avec une proportion importante pour le vin et l'olive. Il faut imaginer plus de 60% du territoire cultivé à l'époque. La vigne, elle leur rapportait énormément. Moi, je suis allée, toute jeune, je suis allée travailler. Et il y avait beaucoup de travail à la campagne. Hein. Il faut attacher les petits plants de vigne avec une ficelle. Après, quand ça pousse, il faut couper avec, on appelait ça un couteau, mais c'est une faucille, les branches qui débordent trop. Et puis surtout, on vendangeait pendant 1 mois. Mon grand-père, il taillait la vigne, et débourgeonnait, vendangeait, voilà. Les hommes taillaient la vigne, mais ils laissaient les sarments par terre. Et après, les femmes, on allait ramasser les sarments derrière, on en faisait des tas, et puis on allait au bout, on brûlait. Ils avaient effectivement un travail très pénible, assez peu mécanisé, mais mécanisé, aujourd'hui ça l'est, hein, heureusement. Mais en ce temps-là, ça l'était peu. On faisait tout avec les chevaux pour labourer au pied des vignes, et tout le reste, on le faisait à la main. Mon grand-père, il avait un cheval. C'était une jument. Elle s'appelait Nine. Elle labourait, après tourner la terre, vous voyez, comme ça, pour travailler la terre. Pour un viticulteur, c'était l'outil de travail, le cheval. Vous savez, on y tenait au cheval. Dès qu'il était malade, on faisait venir le vétérinaire parce que, voilà. Hein. Il y avait des rangées de vignes qui étaient très longues parce qu'il y avait au moins 50 hectares de vignes. Et le mulet savait l'heure, en lui-même, il savait l'heure. Quand il commençait une des rangées, pour aller jusqu'au bout, il pensait que ça serait déjà midi. Alors il ne voulait pas y aller. Je crois que le dernier cheval dont on s'est servi, ça doit remonter aux années 1960. Après sont arrivés les premiers tracteurs, et puis ça boule de neige après. En 1990, il y a eu un très gros incendie ici aux Arcs. À cette occasion, on a redécouvert que la colline était entièrement montée en Provence, on dit en bancao, c'est-à-dire en terrasse de pierres sèches, où on cultivait l'olivier. Voilà. C'est-à-dire que la culture de l'olivier, il y a 100 ans, était certainement supérieure à la culture de la vigne. Ah oui, ça, j'ai beaucoup aimé les oliviers. J'ai ramassé beaucoup d'olives et j'aimais beaucoup. On ramassait, mais on ramassait pendant 2 mois au moins. Et on avait beaucoup d'huile. L'huile était faite au moulin, on allait la chercher quand elle était décantée, au bout de 3 semaines. On mettait ça dans des grandes bonbonnes. Il y a un moulin qui s'est ouvert à nouveau aux Arcs, qui est là, en haut du village rue du Télon, et qui est le seul moulin des Arcs, alors qu'il y avait aux Arcs, il y avait une bonne dizaine de moulins. Un peu comme finalement partout dans la région, hein. Il y en avait 8 le long du canal des Arrosants.
Et puis il y en avait d'autres dans d'autres quartiers, bien sûr, Sainte-Cécile, Saint-Roch, le long du fleuve, le long de l'Argence. Hein. Ça marchait avec de l'eau. Et je me rappelle, on se chauffait avec ce qu'on appelle les grignons, c'est-à-dire ce qui reste quand les olives ont été pressées. C'était très agréable d'aller au moulin. Le moulinier nous donnait du pain qu'il faisait griller au feu et il mettait de l'huile dessus, c'était très bon. L'olivier ne meurt jamais. C'est-à-dire que la nature a repris ses droits et l'olivier est reparti. Et donc on a vu qu'on pouvait encore cueillir des olives aux arcs. En face de l'église, il y a des maisons, dont une au-dessus des portes du garage. On lit encore sériculture. C'est l'élevage des vers à soie. Il y avait donc une activité semi-industrielle de l'élevage du ver à soie dans des bâtiments que l'on appelait les magnaneries. Ça se faisait également à domicile. C'est-à-dire qu'on consacrait une pièce de la maison, si on l'avait. Si on ne l'avait pas, c'était la salle commune. Pour se créer un revenu complémentaire, on élevait le ver à soie. Ça faisait vivre un petit peu les personnes qui n'avaient pas un travail régulier. C'est surtout les femmes qui faisaient ça. C'était un supplément pour aider les ménages à vivre un peu mieux, quoi. Tous les chemins ruraux qui mènent aux Bastides, qui étaient destinés aux viticulteurs, étaient bordés de mûriers. Non pas parce que ça faisait joli, mais parce qu'on utilisait la feuille du mûrier pour faire manger le ver à soie. Les personnes, elles allaient chercher des branches de mûrier pour nourrir les vers, oui. Et après, alors, dans les chambres, on mettait des branches. Ils montaient là-dedans, puis on les voyait faire. Ils faisaient leur cocon, on les regardait. Au début, on les voyait faire. Après, on ne voit plus rien parce que le cocon s'est épaissi. La particularité de cet élevage-là, c'est qu'il ne faut pas que le ver arrive à maturité. Je sais qu'ils les étouffaient pour pouvoir utiliser les cocons. Parce qu'il y en a des mètres de fils de soie. Et le ver à soie, moi je me rappelle, dans les années 60, 70, il y avait encore pas mal de personnes qui faisaient un petit peu de soie. Les familles en général complétaient leurs revenus avec des petites activités supplémentaires comme le ramassage des feuilles de mûrier ou l'éducation même familiale des vers à soie ou bien sûr le travail du liège en forêt. Le liège, ça rentabilisait. Hein. Il n'y a que de ça presque dans les forêts. Des chiens de liège et des pins. L'immigration italienne était spécialisée dans cette technique. Il fallait lever le liège. C'est-à-dire sur le chêne de liège, on récolte l'enveloppe du chêne de liège, c'est-à-dire le liège proprement dit, en grandes plaques. À ce moment-là, on levait le liège sur les chênes. Les chênes, vous savez comment ça marche? Oui, c'est pour faire des bouchons en liège. Oui, mais pour le lever sur l'arbre. Il faut couper comme ça et après on retire autour. Voilà, c'est ça. Ils tapent, ils font un cercle autour du tronc et ensuite ils font un trait, ils descendent avec la flèche, avec la hache, ils descendent jusqu'au tronc et ils font le levier avec. Ils font le levier et ils décollent le liège, il se décolle bien, facilement. Hein. Et à partir de ces grandes plaques qui étaient séchées au soleil, etc., il y avait une entreprise là, locale, qui créait les bouchons de liège qui servaient entre autres à boucher les bouteilles de bon vin des arcs. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale finalement, mais le liège est encore exploité aujourd'hui. Hein. Est-ce que vous avez connu l'arrivée de l'électricité aux arcs? Je me rappelle que mes grands-parents, des fois, ils faisaient encore marcher la lampe à pétrole. Hein. La ferme où j'habitais n'avait pas d'électricité. Alors c'était la lampe à acétylène. On avait une lampe à pétrole que j'ai toujours chez moi,
Mon père allait chercher 5 litres de pétrole et tous les 2 soirs, ma mère remplissait cette lampe et on était éclairés par ça. Comment vous vous chauffez avant? Avec la cuisinière, on mettait du bois et puis on chauffait comme ça. Hein. Les chambres ne sont pas à côté de la cuisine. Alors c'était à hauteur, les chambres. Et la cuisine était en bas. Alors on ne chauffait que la cuisine. Et après, on allait se coucher, mais c'était pas chauffé. Il n'y avait pas le chauffage central, il n'y avait pas d'électricité. C'était le traditionnel poêle à bois. Et donc, pour avoir du petit bois, avec ma mère, je me souviens, elle avait une vieille poussette d'enfant, on allait dans la forêt, couper du petit bois, le charger, elle faisait des fagots dans la brouette, sur la poussette, et on revenait avec. Et j'ai encore connu, dans ma toute petite enfance, on n'avait pas de cuisinière, on n'avait rien, on n'avait que le feu à la cheminée. Donc, il y avait un trépied, et on mettait la marmite dessus pour faire la soupe, pour faire cuire ce qu'on voulait faire cuire. Le dimanche, on avait une tourne-broche qu'on montait à la main, et comme on avait beaucoup de volailles, parce que je suis née à la campagne, donc tous les dimanches, il y avait une volaille qui tournait au tourne-broche, devant les femmes, même au mois de juillet. Hein. Mon père était boulanger dans le boulevard Gambetta. Le fournil ne jouxtait pas le lieu de vente. C'est-à-dire qu'il était de l'autre côté de la rue. Et on faisait le pain dans la nuit. Ce qui fait que le lendemain matin, le four était encore chaud. Et il n'y avait plus de pain à l'intérieur. Donc le four restait ouvert. Et donc, quand il avait fini ses tours pour faire son pain, on avait droit à aller mettre son plat à cuire. C'était bien plus pratique d'aller chez le boulanger et la cuisson était de meilleure qualité. Jusqu'en 1900, le Réal, il traversait le village, tranquillement, à ciel ouvert. Comme tous les ruisseaux qui traversaient les villages, il était devenu, ça se faisait beaucoup en Provence, mais ça se faisait beaucoup ailleurs, il était devenu le tout à l'égout de la ville. Des WC, des salles de bain et tout ça, ça n'existait pas. Hein. On avait une maison, il n'y avait pas de WC, il n'y avait pas d'eau. C'est une maison qui n'avait pas de fenêtre. On vivait comme ça. Le papier toilette, peut-être ça existait en ville, mais nous, à la campagne, on ne connaissait pas. Et dans toutes les toilettes qu'il y avait dehors, les gens découpaient des carrés de journal, et on pendait ça à la porte, et puis on s'essuyait avec ça. On n'avait rien d'autre. Pour la nuit, oui, on avait des pots de chambre, parce que dans la nuit, on ne pouvait pas faire 150 mètres dehors, hein, quand même. Avant, tout le monde couchait ça, il y avait au cabinet, il était sur la place, il était au cabinet public, et tout le matin, pour nous sur ça. Le matin, c'était la corvée Tinette, ça c'était la corvée de la maman, qui allait au WC public, mais c'était normal. Tout le monde, et puis on avait des voisins qui avaient des jardins, donc qui récoltaient les tinettes pour servir d'engrais dans les jardins. Et c'était de l'excellent engrais et naturel, et gratuit. Les élus de l'époque, en 1900 on est, hein, ils ont créé un réseau d'assainissement dans le Réal. Il y est toujours d'ailleurs, hein, il existe toujours et il fonctionne toujours. Il est sous le ruisseau. Et on a fait un ouvrage d'art qui a donné une place. La place de la mairie, qui est devenue depuis la place du général de Gaulle. Jusqu'aux années 95, la fontaine de l'hôtel de ville, elle se buvait. Les hommes mettaient leur vin au frais dans la fontaine. Dans la conque fraîche, on mettait les bouteilles à rafraîchir. On mettait son melon et à midi, on retournait. Le melon, il était toujours et sa bouteille, chacun se la reprenait.
Aller chercher de l'eau à la fontaine avec les seaux, l'arrosoir, comme ça. On se lavait comme ça. On n'avait pas avec une bassine et de l'eau. Il n'y avait pas l'eau à la maison. Et nous, lorsqu'on arrivait de l'école, il y avait un puits, on allait charrier les seaux d'eau pour que maman mette l'eau à chauffer sur la grande cuisinière. Parce que pour prendre la douche, il n'y avait pas de douche. Alors elle avait un grand récipient. Et un après l'autre, elle les lavait, mes frères. Avec l'arrosoir, maman, voilà, le soir, lorsqu'ils arrivaient fatigués, ça, je le revois bien. Quand j'arrivais de l'école, il y avait une pompe. Et j'allais donner 150 ou 200 coups de pompe pour remplir 150 ou 200 litres d'eau sous le grenier de la maison. Mais c'était déjà un certain progrès. Au centre des Arcs, il y a l'école, le groupe scolaire. Et là, il y avait la douche municipale. Le samedi après-midi, on pouvait aller prendre la douche aux douches municipales. Le dimanche matin, pareil. On faisait une toilette simple avec un gant, on se lavait un peu comme ça. Et puis après, c'était une fois dans la semaine, la bonne douche. Vous savez, ce que j'apprécie le plus, c'est la machine à laver. Le linge, la vaisselle à la rigueur, mais le linge, parce que j'allais jeunes mariés, on allait laver au lavoir. Au quartier Saint-Roch, il y a un très beau lavoir. On se retrouvait à plusieurs, les mères, les jeunes et tout, et on faisait la lessive, voilà. À la brosse, au savon, et voilà. Bon. C'était comme ça à l'époque. Et puis après, on allait étendre sur le pré, parce que où il y a l'antiquaire, vous voyez, aux Arcs, c'était tout des prés là, il n'y avait pas de maison. Et l'herbe, elle était verte, et j'allais étendre là. C'était fatigant hein, de laver à la main. La gare a été ouverte en 1865 et la glycine qui est à l'intérieur du patio, c'est la plus vieille glycine de France. Donc elle date de l'inauguration de 1865. C'est une pièce monumentale. Elle tient une surface, il faut voir, quand elle est en fleurs, c'est inimaginable. La gare, c'est aussi intéressant à voir, la gare. La gare au temps de la machine à vapeur. Voilà, ça c'est une première photo de gare. Vous voyez comme c'était? Le buffet de la gare. Il y est toujours ou... Le buffet est toujours, oui, il y est toujours. Ça a beaucoup changé maintenant. Ça a énormément changé. Voilà. Tout ça a tout disparu. Et pour faire des quais? Pour faire des quais, hein, ça a été l'électrification. C'était un tout petit village, les Arcs. Et ce qui a commencé à le meubler un petit peu, disons, c'est la gare des Arcs. C'était une gare, elle l'est toujours d'ailleurs, très importante. On venait en vacances et mes premiers souvenirs, c'était la gare des Arcs. La gare était un petit bâtiment tout simple, hein, il y avait juste 2 voies, puis après derrière par contre, il y avait de nombreuses voies parce que la gare des Arcs était un point de ravitaillement en eau. Et il y avait un immense château d'eau pour alimenter toutes ces fameuses Lisons et compagnie. Jusqu'en 1965, les Arcs étaient une gare très importante puisqu'elle avait une rotonde, c'est-à-dire que les machines à vapeur pouvaient se mettre sur ce cercle-là, on tournait et elles repartaient dans l'autre sens. Le train s'arrêtait aux Arcs et après nous montions soit à l'époque avec la Micheline
jusqu'à Draguignan, soit nous montions avec le bus. Autrefois, quand je suis arrivée, il y avait un autorail qui s'arrêtait dans les vignobles de Sainte-Roseline. Au milieu des vignes, il y avait une petite maison qui s'appelait la gare Sainte-Roseline. C'était un passage à niveau. On demandait au chauffeur, en arrivant aux Arcs, on demandait qu'il nous arrête à cette halte. Il y a du vin, il y a la gare, tout ce que vous voulez, mais le principal, c'est la chapelle Sainte-Roseline. Roseline, c'était la fille du seigneur de Villeneuve. Le seigneur de Villeneuve avait 2 enfants, Roseline et Élion. Celle qui est entrée dans l'histoire, qui est toujours là, que l'on visite toujours aujourd'hui, c'est Roseline. Elle a été chartreuse dans cette chapelle. Elle y est restée elle est morte en 1329. Elle est dans une châsse en verre. Et il y a beaucoup de gens qui venaient à prier. En Provence, vous trouvez beaucoup de saints. Alors qu'en fait, c'est un peu paradoxal, parce qu'en fait, à partir du 19e siècle, il y a eu de moins en moins, en Provence, il y a eu de moins en moins de cléricaux. On avait obtenu de la Révolution française, c'est-à-dire de la République, on avait obtenu de devenir propriétaire de nos terres, des terres sur lesquelles on travaillait, et donc on s'en souvenait. Les paysans qui sont devenus républicains aussi, parce que la République leur a donné les terres. Le collège était là au niveau de l'école élémentaire en fait. On avait l'école maternelle. L'école élémentaire d'aujourd'hui était scindée en 2 parties. En fait, on avait d'un côté l'école élémentaire et de l'autre le collège. Et à la création du collège, l'école élémentaire s'est étalée et puis le nombre de classes s'est développé avec l'agrandissement de la commune. Vous voyez où il y a la poste maintenant? Voilà. Là, il y avait l'école primaire. Hein. Et l'école maternelle, elle était où je vais tous les jours au Sépoun. Le collège des Arcs était un petit collège à l'époque, petit collège de 200 et quelques élèves. En 1997, quand il a fermé en tant que collège, nous avions, je crois, si mes souvenirs sont exacts, dans les 370 élèves à peu près. Je suis allé à l'école Jean Jaurès, c'était aussi formidable, le primaire. Là. Il n'y avait aucune communication, nous montions à pied. On avait 4 kilomètres à faire. On s'appelait les unes des autres. Nous étions les plus loin. Et à mesure, on prenait d'autres filles et on montait, on chantait. On portait notre repas, on avait un petit panier. En arrivant, on le laissait au réfectoire. Et la dame qui était responsable nous le faisait chauffer le repas à midi. Elle faisait la soupe de légumes, Madame Boto. Et ça sentait bon quand on rentrait dans le couloir et tout. Alors si on voulait, on allait lui dire on payait pour la soupe de légumes. Et si on portait quelque chose dans notre panier, elle le faisait chauffer dans le four à bois, sûrement. Et vous n'étiez que des filles? Ah, on était séparés, les garçons et les filles. Oh là 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 là. Les garçons avaient les blouses noires, hein. Et nous, on avait des blouses à fleurs ou à carreaux ou en fin brun. Une semaine, elles étaient grises, une semaine, elles étaient roses pour les filles, je crois, et bleues pour les garçons, enfin. Hein. Moi, je peux te parler de l'école, au temps où on avait encore les porte-plumes, les encriers, 2 sortes de plumes, les gauloises et les sergents-majors, tu vois. Avec les gauloises, on faisait ce qu'on appelait les pleins et les déliés. C'était plus sévère. Plus sévère, plus difficile l'école.
Je trouvais trop difficile. Vous ne saviez pas les produits remarquables, vous les copiez 15 fois chacun, ça vous y fait passer la nuit, et le lendemain vous rendez 1500 lignes. Ce genre de gens, vous les saviez pas. Quand on arrivait à l'âge de 14 ans, on passait le certificat d'études. Et sur notre cahier, il était écrit « classe de fin d'études ». Point. Ça s'arrêtait là. À l'époque, les parents, d'abord, ils n'auraient pas voulu qu'on continue les études. Hein. Ça ne se faisait pas. Tu vois, c'était comme ça. Je suis allée à l'école jusqu'au certificat d'études où je l'ai réussi. Et alors, après, c'était la guerre. Et mes parents, pour m'envoyer à un lycée, ils avaient peur parce qu'il y avait beaucoup de bombardements. Et je me suis arrêtée au certificat d'études. Mais j'aimais beaucoup l'école, beaucoup, beaucoup. Le village était occupé par les Allemands et par les Italiens, puisque Mussolini était associé à Hitler. Les Italiens, je vais te dire, il y en a beaucoup qui avaient des parents encore ici, parce que quand on n'est pas loin des frontières, comme ça, il y a un mélange quand même. Hein. Ils n'étaient pas méchants, les Italiens. Ils étaient un peu rigolos parce qu'ils avaient une grande plume là sur le chapeau. C'était un régiment de bersaglieri. Alors les bersaglieri, ils ont une spécificité, c'est qu'ils ont un chapeau un peu comme Robin des Bois, hein, si vous voulez, et avec une plume. Et ils roulaient en vélo, ils n'avaient pas de véhicule. Et commandantour, elle était juste au-dessus, dans le champ de M. Rossignol. Qu'est-ce que c'est une commandantour? Le commandantour, c'est un rassemblement de gradés qui dirigent le secteur. Les trains militaires, disons, avaient priorité sur les trains civils, et donc parfois on restait des 3-4 heures sur une voie de garage. La gare des Arcs, c'était primordial pour la région, puisqu'il y avait la voie ferrée qui montait sur Draguignan, tous les transports ferroviaires s'arrêtaient aux Arcs. Hein. Il y avait des wagons blindés avec des mitrailleuses dessus. Ils pouvaient faire anti-aérien. C'est pour ça que la gare a été pas mal bombardée au début. Hein. Lorsque la sirène sonnait, il fallait aller dans les caves. Et lorsque l'orage était passé, on ressonnait la sonnette et on pouvait ressortir. Voilà. On a vécu les inconvénients de l'occupation. Évidemment, on n'était pas libre, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Pendant la guerre, nous étions obligés de rester à la maison. Il était interdit d'aller jouer dehors. On risquait de tomber sur des obus, des trucs comme ça. On était rationnés de ravitaillement. Et alors, ma mère, elle allait chercher un peu de pain, un peu de provisions. Mon grand-père exploitait une scierie. Et en 1943, les Allemands qui s'installaient dans la ville venaient récupérer à la scierie les bois dont ils avaient besoin pour faire leurs aménagements. Ils étaient venus avec deux groupes. Un groupe qui assurait la sécurité et un groupe qui se servait. Autrement dit, quand il se servait, mon père était entouré de 5 ou 6 felgros qui le tenaient en respect. Et ça, j'avais 5 ans. On entendait parce que les Allemands, quand ils défilent, ils envoient les pieds très haut. Donc ils tapaient du talon. On disait, il y a un patrouille qui arrive, il faut tout éteindre. On était sur le lit, on blaguait avec ma mère, mon frère, ma sœur aînée et moi. Tout d'un coup, sous la fenêtre de la chambre, on entend « Oh, oh !» Mon Dieu, c'était les Allemands. Ils avaient vu la lumière de la chambre et je ne sais pas ce qu'ils nous ont barjaqués. On a vite éteint, vous savez. Et après, on a fait comme tout le monde. On mettait de gros papiers foncés bleus pour cacher qu'on ne voit pas la lumière. Hein. Parce que ça pouvait être des signaux pour les résistants. S'il y avait du jour, ça pouvait dire que les gens, ils écoutaient Radio Londres. Il y avait un command-car qui passait avec... C'était les premiers radars, peut-être, qui repéraient si
les zones de passé. Au moment où c'est qu'ils trouvaient l'endroit, ça s'arrêtait net et ils envahissaient les couloirs des maisons, ils montaient. Nous avons connu la nuit du 15 août 1944, où là, ça n'a pas été tout seul. Ce jour-là, il y a eu, malheureusement, ça a été une journée néfaste pour les maquisards, qui avaient décidé de libérer le canton, c'est-à-dire Taradot, le Toronnet, l'Orgue et les Arcs. Quand ils sont arrivés sur la place de la mairie, il y a des personnes qui leur ont dit « Attention, il doit y avoir encore des Allemands, faites attention. Vous voulez faire le tour, faites-le, mais faites attention. » Ils sont montés sur la camionnette, tout ça, ils ont dit « Mais nous, on y va, nous, on y va, on y va. » Ils n'ont écouté personne. Et ils sont partis. Et quand ils sont arrivés sur le pont de la gare, ils se sont arrêtés parce qu'il y a un bonhomme du village qui leur a fait un signe de s'arrêter. Et quelqu'un des arts de la gare qui a dit au trésorier « Vous pouvez descendre, les Allemands n'y sont pas. » Nous, on leur avait dit « Ne descendez pas, les Allemands sont dans le pré à Niésy. » Ils se sont engagés là-dedans. Et quand ils sont arrivés à hauteur de cette villa, à l'époque c'était quoi de la prairie, ils se sont fait tirer dessus. Et ils étaient bien, oui, une bonne vingtaine entre les deux véhicules. Et au sol, il restait 13 morts. Cette photo, c'est le premier Américain qui a sauté en parachute entre Sainte-Roseline et La Motte. Alors je suis là, juste à côté. J'avais 7 ans. Ça, c'est tous les Américains qui sont arrivés à pied, à travers la campagne. On savait qu'il allait se passer quelque chose. On était montés, c'était 4 heures de l'après-midi, on a entendu des ronflements. Il devait y avoir 150, peut-être un peu plus de planeurs qui ont atterri. Hein. On dit « Mais regarde, regarde là-bas sur les gâchettes. » Et effectivement, il y en avait 5 ou 6 des parachutes, ils les ont largués là. Il en est tombé à La Motte, il en est tombé au Muy, il en est tombé sur les Arcs. À l'époque, c'était pas aussi précis que maintenant, les parachutes. Hein. Dans la journée, l'armistice a été signé. Et dans la soirée, alors il y avait eu un bal sur la place, un grand bal. Je me rappelle, ils avaient mis l'effigie d'Hitler et de Mussolini, ils les avaient pendus, et à l'entrée du bal, ils les ont brûlés tous les deux. Tu vois, et il y avait le bal, on avait dansé toute la soirée. On faisait toutes les fêtes là sur cette place. La fête nationale, les fêtes vous voyez, il y avait beaucoup d'animations sur cette place. Il n'y avait pas la fontaine, il n'y avait pas... C'était même une des plus belles places du département. Au 15 août, il y a une grande fête. Il y avait les meilleurs chanteurs qui venaient chanter aux arcs, c'est vrai. La fête locale, c'était une fête relativement importante pour le village, mais c'était la plus importante, c'est celle qui rassemblait l'ensemble de la population. Et on faisait tout le tour des maisons des Arcs. Et on tapait à la porte, on disait « Bonjour, c'est le comité des fêtes. »« Ah, vous venez pour la fête, d'accord. Voilà 5 francs, voilà 15 francs. Voilà. » Et avec cet argent, on arrivait à faire fonctionner la fête en dehors des subventions de la mairie. Sur au moins 70%, c'était de l'argent des Arcois. C'est une des plus belles fêtes, la fête des Arts. On peut en être fier. Les gens venaient de tous les alentours. Il y avait un monde ne pouvait pas marcher, tellement qu'il y avait du monde. Il y en avait même sur l'autre place. Non, c'était des belles fêtes. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, sur la place autour du kiosque Offenbach, jusque sur la place du jeu de boules, etc., le jour de la foire de la Saint-Jean, c'était un samedi, il y avait énormément de vendeurs. Tous les ouvriers agricoles, les ménagères, etc., attendaient ce jour-là pour acheter des ustensiles, pour acheter des robes, pour acheter des tracteurs, des charrues, des plants de vignes, des arbres fruitiers, etc. C'était une très grosse foire commerciale. Il y avait de nombreux
de nombreux commerçants qui faisaient jouer la concurrence et qui donc vous offraient des pieds de vigne à meilleur prix. Donc elle commençait le vendredi soir, samedi, dimanche et lundi. 4 jours. 4 ou 5 des fois. Et donc le samedi soir, il y avait toujours un concert. Devant la salle Jean-Claude Hugoni, au terrain de Boulle, ils installaient entre 3 et 4 000 chaises et il y avait tous les chanteurs de l'époque qui venaient chanter. C'était le seul village qui faisait venir des vedettes. Moi, on a vu Dalida, on a vu Luis Mariano, enfin des grandes vedettes d'avant et des orchestres, des grands orchestres. Il y avait aussi Henri Salvador. Et lui, il venait, mais il venait pour jouer aux boules, pétanque ou bien jeu provençal. Et le soir, il a fait le spectacle après. À ce moment-là, il y avait de la farandole. La farandole, on traite au flambeau, tout ça. C'était beau. Puis après, il y avait le bal, il y avait des concours de danse. Et les personnes, ils dansaient. Et celui-là qui dansait le mieux, il avait gagné le concours. Au village, il y avait tous les quartiers avaient son bal. Il y avait par exemple la fête de Saint-Roch qui était animée par des gens du quartier, mais qui était devenue au fil des années pratiquement aussi incontournable que la fête locale principale. On allait d'abord s'habiller chez ce monsieur Marcel Audibert, qu'on y avait surnommé Amoretti. Et cet Amoretti, quand on parlait de lui, c'était une sommité. On faisait le premier soir une cavalcade. C'était féerique. On allait danser, voilà. Mais on ne dansait pas comme vous dansez maintenant. Que maintenant, vous savez, tandis que nous, on s'enlaçait. Quand on faisait le tango, ben, on était un peu coquins. Il y avait les chevaux, les calèches. Et moi, nous, les jeunes, on nous mettait dans les calèches, on était et tout. Et on partait de Saint-Roch, tout le tour jusqu'à la gare et on remontait. Les jeunes, on était d'abord très souvent dehors, quand on n'était pas à l'école. Et les parents étaient aussi très souvent dehors. Hein. Il y avait beaucoup plus d'ailleurs de contact entre les personnes. Les gens avant se réunissaient sur le bord du trottoir l'été pour faire prendre le frais, comme ils disaient. Tous les jours, toutes les mamans balayaient son trottoir. Devant la maison, il y avait un banc. Donc le soir, c'était la veillée. On appelait ça la veillée. Les gens descendaient, s'assoyaient sur le banc ou prenaient leur chaise à l'arrivée et ça papotait. On attendait que le soir arrive pour sortir devant la porte. Les personnes âgées, à l'époque c'était des personnes âgées pour moi, elles nous racontaient des blagues. C'était quelque chose de formidable. Et nous, comme en tant que jeunes, ben, on allait s'amuser dans la rue, on courait, on partait de tout comme ça, quoi. J'étais dehors, ben oui, j'étais tout le temps dehors. Dans le village, on se connaissait tous. C'était pas comme maintenant. On était vraiment des personnes connaissantes, quoi. On se connaissait tous. Et puis, il y a eu le début de la télévision. Les gens se sont au départ un petit peu invités, mais ça a été très bref. Et tout ça, ça fait un changement de mentalité. Je devais avoir 12-14 ans. Et mes copains de l'école m'ont dit « Tu viens avec nous, il y a la télévision couleur qui vient de... » Et le marchand de téléviseur avait mis ça dans sa vitrine, il y avait 30 personnes qui regardaient la télévision couleur dans la rue. On était tous là. C'était terrible. La couleur, ça a été terrible. Moi, j'ai déjà vu une télévision avec une coque en bois. C'est dans une maison abandonnée, une vieille maison abandonnée qui maintenant s'est fait démolir à Trans. Ouais. Et il y avait une coque en bois, elle était ronde, l'écran il était comme ça. Il y avait les petits boutons pour régler. C'est ça. Les petits boutons pour changer la truc. C'est ça.
Et alors, des fois, tu entendais... C'était la transmission qui passait pas bien, tu vois. Parce que les premiers transmetteurs étaient sur la tour Eiffel. Et après, il y avait des relais. L'épicier voisin avait ouvert un petit coin où il était dépositaire de télévision super grande, toute noire, etc. Et je me souviens, ma mère m'avait dit, à mon père et à moi et à ma sœur, vous vous débrouillez, moi je reste devant la télé. Et elle est restée toute la journée dans la rue avec tous les voisines à regarder le sacre de la reine Elisabeth. Au début des années 60, on avait à peine à la télévision en noir et blanc. C'est allé très vite. Ce qui a coulé pas mal d'autres commerces. Ça, c'est la place du jeu de boules, le terrain de boules. Ah, oui. Hein, il y a la salle des fêtes là maintenant. Oui, ouais. Là. Et là, c'était avant le marché aux bestiaux. On vendait les chevaux, les moutons, les ânes, les chèvres, tu vois. Le marché à bestiaux se passait sur où il y a la salle des fêtes, dans les Arcs. Alors actuellement, c'est des garages parce qu'après on a fermé, mais c'était des voûtes. Et on attachait les animaux dessous. Il était sur ce qu'on appelle aujourd'hui la place du 11 novembre. Il y avait un grand bassin qui servait à abreuver les bestiaux. Il était dentelé. Alors on se demandait après pourquoi il était dentelé. Mais c'était pour que les bestiaux accèdent au bassin. Quand il y avait le marché aux bestiaux aux Arcs, ça attirait beaucoup plus de monde parce qu'il y avait le train déjà. Il y avait des vaches, il y avait des moutons, des chèvres qui se vendaient, même des chevaux. Le contrat, c'était la main. Picoqui, tape là, ça veut dire picoqui, toucher la main, ça c'était le contrat. Ça s'est arrêté après la libération, il est resté encore peut-être 1 an ou 2, et après la mairie a évalué que bon, ça s'était tassé, l'histoire de la vente et tout, tout avait changé. Aux Arcs, dans les années à peu près 70, il y avait 170 commerces. Il y avait 5 boulangeries, il y avait 4 boucheries. Là, à la place de la pizzeria, il y avait Monsieur Morin, il s'appelait. Il vendait des vêtements pour femmes et tout. Après, sur le boulevard, il y avait Monsieur Dola. Ça revient. Monsieur Dola, qui vendait des vêtements pour hommes. Il y avait une librairie. C'était Madame Audibert qui la gardait. À côté de Madame Audibert, le bar y était. Ici, il y a un bâtiment qui était un café. Après, il a été un cinéma. Alors, ce cinéma, il était exploité par un Américain. Du temps où j'avais 8-10 ans, le cinéma fonctionnait à fond. Le public était intéressé parce que c'était l'une des rares distractions collectives. Il y avait les actualités, qui n'étaient pas très d'actualité, mais c'était l'actualité quand même, en noir et blanc. Il y avait 2 cinémas, le moderne cinéma et le Rialto. Alors quand les enfants avaient 10-11 ans, on allait au cinéma. Je me rappelle avoir vu les films de Sissi, là. Le projectionniste, qui était très sympa, il attendait l'entracte pour nous faire entrer. Donc on voyait pas mal de films, mais la moitié du film. Ce qui me plaisait beaucoup, c'est les films de Pagnol. Quand j'entends Rému parler d'un premier fils de Provence, avec l'accent, ça me touche encore. Ça, c'était la rue principale, la rue la plus marchande. La rue de la République, hein. C'était une rue dans laquelle on avait boulanger, cordonnier, les coiffeurs. Donc un Italien qui était venu au moment où à peine on a parlé des Italiens, là. C'était un personnage, hein. Quelqu'un de très gentil, mais quand il voulait arrêter de couper les cheveux, il s'arrêtait, il prenait sa guitare et il chantait en même temps. Bon, enfin, c'était un personnage.
la fenêtre ouverte, on habitait au premier étage, on entendait la glace, la glace. Et maman me donnait des sous, descends vite chercher de la glace. C'était convivial parce que on n'avait pas maintenant les Hyper U, les grandes surfaces, les Carrefour, tout ça. Et le commerce, c'est fou ici ce que ça travaillait. C'était très dynamique. Et puis petit à petit, les grandes surfaces ouvrant, les petits commerces ont disparu. Ça a parti à une vitesse, les commerces. Ça a été quelque chose qui a été quand même flagrant, même surprenant. Il y a beaucoup plus de monde qu'il y avait avant. Et maintenant, il y en a beaucoup de monde. Ils ont refait les HLM, ils sont très beaux. La coopérative, ils l'ont détruit, ils ont fait des bâtiments, des HLM. Le brassage qui s'est effectué, pour moi, a été un brassage très positif. L'arrivée de nouvelles personnes ont ouvert les mentalités. La mentalité paysanne s'est atténuée et ça a été un bien pour la commune. L'Occitanie, elle allait de Barcelone jusqu'au Piémont italien. C'est pour ça qu'on parle tous la même langue. On parlait tous la même langue. Le provençal que nous parlons ici, c'est une langue romane donc, et c'est une langue de base. C'est le trait d'union entre le latin populaire et le français tel qu'on devrait le parler. Ce provençal, c'est quelqu'un qui s'est battu pour ça pendant de longues années. Donc c'est le poète Mistral. Il a composé l'hymne de la Provence. Au Vincent ouvert ici la coupe que nous vend des Catalans. Aderem begen in troupe, l'ovin pur des nostres plans. Alors, je voulais simplement vous dire le dernier couplet. D'un vieil peuple fier et libre, d'un vieux peuple fier et libre, si en Bessaille la finition, nous sommes peut-être la fin de ce peuple. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'aujourd'hui, cette langue qui était parlée par tout le monde, qui avait une puissance énorme, cette langue, elle est en train de disparaître. Je ne veux pas dire qu'elle a disparu, parce qu'il y a encore quelques-uns comme nous, qui parleront de cette langue, mais on est très, très, très peu. Le basque, le breton, etc., c'était sous Jules Ferry que ce fut interdit. Et maintenant, ils se sont aperçus que c'était une erreur, parce que c'est un patrimoine qui s'en va. Et quand on interdit un peuple de parler sa langue, on tue sa culture. On a pris beaucoup de plaisir à échanger avec les anciens et à recueillir leurs témoignages. Ce sont des témoignages qui sont précieux. Il y a un élève tout à l'heure qui disait qu'ils avaient encore toute leur tête. Et c'est ça qui est hyper touchant aussi, c'est de voir que malgré les années qui défilent, les souvenirs restent. Je pense que c'est important que les jeunes se rendent compte que finalement, ce qu'on est en train de vouloir faire basculer aujourd'hui, on nous demande finalement à la population rien de complètement ubuesque. Ce sont ni plus ni moins que des gestes du quotidien qu'on pratiquait avant la folie industrielle. C'est magnifique maintenant, à part à l'époque. C'est plus gai, c'est plus animé, c'est plein de choses, quoi. Ça garde le village, c'est un village touristique. Il y a beaucoup des Allemands, des Parisiens, beaucoup de gens qui viennent chez nous. C'est un quartier, enfin, c'est une petite ville tranquille, quoi. Je sais pas, j'y suis bien. Voilà, j'y suis bien. On s'y trouve bien, hein, faut croire. Faut croire qu'on s'y trouve bien. Hein. Et je suis bien parce que je suis encore là. Les arcs de mon enfance ou les arcs maintenant, il n'y a pas photo les arcs d'aujourd'hui. Il faut accepter le temps présent. Hein. Il ne faut pas rester sur son passé. Hein.